Bonsoir. C'est sur un air de bal masqué que s'est célébrée cette semaine au Cameroun la fête de la jeunesse 2021. Les flonflons des bals et manifestations populaires n'étaient pas au rendez-vous. Le légendaire défilé du 11 février non plus. Une rupture depuis 55 ans qu'existe ce rituel républicain. L'explication est toute simple. Les autorités étatiques n'ont pas voulu exposer le fer de lance de la nation à une contamination virale, au coronavirus. Seul classique, le message du chef de l'État, conforme à la règle des 3 unités, selon laquelle qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Unité de temps donc, le 10 février à 20 h, unité de lieu, le palais de l'unité, unité d'action, l'adresse à la jeunesse. 15 minutes, pas plus, pour célébrer, sensibiliser, fédérer les jeunes autour d'un seul et même idéal, un Cameroun stable, uni et prospère. Parmi les 3 jeunes cités en exemple par le chef de l'État, un compatriote de la diaspora à la silhouette fine, comparable à celle de Isaac Newton, le célèbre scientifique anglais dont il partage par ailleurs, et c'est le plus important, la même passion obsessionnelle, j'allais dire, de la physique. À 28 ans tout juste, Arsène Temabiwele a déjà flirté avec ce qu'on considère dans son domaine comme le Saint des Saints, la NASA, la fameuse agence américaine à l'origine de la conquête de l'espace et du premier homme sur la Lune. C'est notre invité ce dimanche. Arsène Temabiwele, bonsoir et bienvenue à Actualité Hebdo. Bonsoir, Monsieur Chisse. Je vous propose de regarder cet élément, un élément du discours du président de la République que les spécialistes des rhétoriques pourraient classer dans le registre du discours démonstratif. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays. Faites rayonner le Cameroun, à l'instar de vos compatriotes. Le physicien Arsène Stéphane Temabiwele, à la General Atomics. Le mathématicien et informaticien Tistel Job Mvondo, qui vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat à 22 ans. L'écrivain Jaili Amadou Amal, qui a remporté, comme vous le savez, le prix Goncourt des lycéens 2020. Et bien d'autres que je ne saurais tous citer ici. Comment avez-vous réagi à l'écoute de cette partie du discours du chef de l'État ? Avec énormément d'émotion, c'était un immense honneur au moment où j'ai suivi nos noms de la bouche de notre chef de l'État. Par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que j'espère que tous les physiciens se sentent honorés par ce message, tous les mathématiciens, tous les écrivains, parce que le chef de l'État, en prononçant nos noms, prononçait également le nom de ces hommes de science camerounais, de ces écrivains qui font la fierté de la nation, et ils nous appellent justement à ensuite venir construire notre pays. Vous faites la montre d'une autre qualité qu'on devrait appeler humilité et qui manque à la jeunesse actuelle. Mais est-ce que les regards ont changé après ces discours, les regards des gens sur vous? Les regards des gens n'ont pas changé, mais je pense qu'il y a une grosse responsabilité qui est née après ce discours du chef de l'État. Je pense que actuellement, je ne dois absolument pas décevoir le chef de l'État et le Cameroun. Donc, je dois continuer de travailler dur pour faire rayonner l'image du Cameroun, comme le chef de l'État l'a dit, et ensuite pour participer à la construction de notre nation. Arsène Temabiwele, ingénieur nucléaire, physicien et enseignant à l'école polytechnique de Lausanne en Suisse. Nous allons vous entendre sur d'autres thématiques au cours de cette émission, des thématiques dont de ce message présidentiel tout au long de cette émission, qui fait la part belle à la jeunesse. La jeune garde prétorienne de la rédaction sera d'ailleurs d'attaque avec Franck Evina, qui signe ce dimanche la grande enquête sur les jeunes face au Covid-19. Laurence Okalia tient la chronique sociale L'air du temps, consacrée à la manière dont les jeunes expriment de nos jours leurs sentiments. Et c'est Martine Nwendenge qui commande toute cette troupe avec en tête un grand reportage sur les programmes gouvernementaux dédiés aux jeunes. Rendez-vous également avec Daniel Mouadoumé qui monitore les questions des internautes. Elles sont nombreuses, je vous signale. C'est le menu de cette grand-messe d'actualité célébrée comme tous les dimanches sur la CRTV. La paix soit avec vous.
Arsène Tema Biwele, depuis que le président a parlé de vous le 10 février, tous les jeunes se demandent qui êtes-vous réellement, d'où vous venez? Je suis Arsène Tema Biwele, justement, je suis physicien nucléaire, ingénieur et je viens du Cameroun, de Bafoussam plus particulièrement. Comment devient-on ce que vous êtes en train de devenir, on va dire, c'est-à-dire l'homme important que vous êtes en train de devenir sans être un fils de quelqu'un, un fils d'eux, comme on dit? C'est une très belle histoire, une histoire qui a commencé dans ma jeunesse où j'essayais de travailler pour offrir de l'électricité à ma communauté. Donc je venais de cette communauté qui était très pauvre dans un quartier de Bafoussam et je voulais travailler pour aider cette communauté qui n'avait pas d'électricité à la maison. Et justement j'avais cette curiosité depuis l'enfance de pouvoir dompter les éléments de la nature pour pouvoir aider ma communauté sur le plan énergétique. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'avais cette passion pour la physique. Vous avez bien fait de citer Isaac Newton justement parce que au cours de l'enfance, je le prenais comme modèle justement parce qu'il avait trouvé ces fameuses lois de la gravitation qui nous font comprendre comment l'univers fonctionne. Donc j'ai eu cette grande passion pour la physique que j'ai développée tout au cours de ma jeunesse, tout au cours de mon éducation. Et c'est ainsi qu'en classe de terminale, j'ai découvert ce qu'on appelle la radioactivité ou l'énergie nucléaire si vous voulez. Et je suis littéralement tombé amoureux de cette discipline. Et c'est ma grande passion pour l'énergie nucléaire, pour la physique nucléaire, couplée à mon désir d'aider ma communauté qui m'a amené jusqu'au sommet à la General Atomics. Parlant de l'énergie nucléaire, justement, il y a une perception qui est erronée, je pense, et qui ramène le nucléaire simplement à la fabrication des bombes qui alimentent les guerres. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme précision aux jeunes Camerounais qui s'intéressent à cette discipline? Déjà, je dois reconnaître qu'il y a du pessimisme envers le nucléaire et c'est dû à l'histoire. Vous savez que c'est le nucléaire qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ce sont les deux explosions de bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki qui ont conclu la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des accidents nucléaires au cours de l'histoire qui ont compromis l'image même du nucléaire. Je pense à l'accident de Fukushima qui est le plus récent en 2011 au Japon. Je pense à l'accident de Tchernobyl dans les années 80 à l'URSS. Donc en réalité, les jeunes ou les personnes qui ont du pessimisme vis-à-vis du nucléaire, ça peut se comprendre. C'est dû au fait qu'il y a eu plusieurs accidents nucléaires au cours de l'histoire et que ces accidents ont compromis la vie des personnes. Mais vous avez une expérience qui est toute différente. Exactement, parce qu'il y a le nucléaire qui est le nucléaire civil, qui est le nucléaire pour lequel nous militons. Et le nucléaire civil consiste exclusivement à utiliser le nucléaire pour soit produire de l'énergie ou soit l'utiliser dans les domaines de la vie de tous les jours. Je vais peut-être vous surprendre, Monsieur Tuisseux, mais lorsque vous prenez l'avion de la Suisse pour le Cameroun, comme je l'ai fait pour venir, vous subissez des radiations dans l'avion qu'il faut monitorer. Il faut savoir la quantité de radiation que nous prenons tout le temps. Ça veut dire que le nucléaire, contrairement à ce qu'on pense, est présent dans nos vies de tous les jours. Lorsque vous vous faites mal et que vous allez au CHU pour faire une radiographie, on utilise le nucléaire. On peut utiliser le nucléaire dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la médecine. On réussit à soigner des cancers avec le nucléaire. On a fait des avancées énormes dans le traitement des cancers avec le nucléaire. Absolument, dans nos hôpitaux. Je pense même qu'on commence déjà à le faire dans nos hôpitaux. Il y a une thérapie qu'on appelle la boron-neutron thérapie qui utilise justement le nucléaire pour tuer le cancer. Et c'est très intéressant le fait d'utiliser le nucléaire pour les applications médicales parce que les radiothérapies, les chimiothérapies conventionnelles détruisent aussi les cellules saines. Si vous avez déjà vu des personnes qui font des chimiothérapies. Par contre, le nucléaire a cette capacité de toucher directement les cellules malades dans le corps humain, par exemple d'une personne qui a un cancer. Ce qui fait que les techniques nucléaires sont désormais très utilisées pour soigner le cancer et ça peut aussi se faire au Cameroun. Est-ce que cela a
partie liée avec votre fameuse formule sur les turbulences nucléaires? Non, pas directement. Par contre, et c'est une bonne question, donc le nucléaire, je l'ai divisé en plusieurs domaines, juste pour aider les personnes à comprendre. Le nucléaire, on peut l'utiliser dans le domaine médical et c'est très prometteur et très accessible pour le Cameroun. Le nucléaire, on peut l'utiliser dans le domaine de l'agriculture. C'est aussi très prometteur et accessible pour le Cameroun. Le nucléaire, en général, on peut l'utiliser pour savoir quelle est la dose de radiation qu'un Camerounais moyen prend au cours de sa vie. Parce que cette dose de radiation donne une indication sur sa probabilité d'avoir un cancer lié aux radiations. Donc ça, c'est des domaines où on peut utiliser le nucléaire. Ensuite, il y a le nucléaire pour l'énergie. Et ça se divise en deux domaines, qui est la fission nucléaire d'une part et la fusion nucléaire d'une part. Vous êtes plutôt vers la fusion nucléaire. Oui, mais c'était un choix. Je suis ingénieur nucléaire de formation, donc j'ai été formé en fission nucléaire à la base. Donc j'ai travaillé pour la fission nucléaire. Mais nous avons compris que l'énergie nucléaire de la fission a beaucoup de limites, à certaines limites. Les limites, ce sont par exemple la radioactivité qu'elle émet, parce que lorsqu'on produit de l'énergie à partir de la fission nucléaire, on a des matériaux radioactifs qu'on n'arrive pas à stocker et qui peuvent eux aussi compromettre la santé des populations. En plus du fait que le nucléaire de fission utilise des ressources comme l'uranium qui seront assez rares dans le temps et surtout qui ne sont pas uniformément distribuées sur la surface de la Terre. Donc il y a des régions privilégiées qui ont de l'uranium, ce qui amène souvent à des conflits d'ordre géopolitique. Et maintenant, la fusion nucléaire, qui est l'autre branche de l'énergie nucléaire, qui est mon domaine de spécialisation, est donc cette fameuse technique qui nous permet de faire une fusion entre des atomes pour avoir de l'énergie sans avoir les problèmes de la fission nucléaire. C'est-à-dire donc adapté au contexte camerounais où les besoins en énergie sont énormes. En effet, oui, on pourra en discuter plus longuement. Elle serait adaptée aux besoins du monde entier, même en réalité, parce que la fusion nucléaire a une densité d'énergie qui permettrait d'alimenter le monde entier en énergie à perpétuité. Et on pourra justement parler des différents détails. Est-ce que le Cameroun, tel que vous le voyez aujourd'hui, a les moyens, remplit les conditions qu'il faut pour mobiliser justement le nucléaire afin d'impulser le développement? Ok, je pense qu'il faut rêver grand, même si on commence petit. Je pense qu'on peut commencer tout petit, mais on doit avoir ce rêve, ce grand rêve d'avoir un pays qui est complètement indépendant du point de vue énergétique, qui est autonome du point de vue énergétique pour pouvoir booster justement notre industrialisation. L'Afrique fournit environ 19% de la production mondiale d'énergie fossile. Ça, ce sont des données de 2017. Mais les populations africaines ne consomment que 3,2% de cette énergie, ce qui représente le taux le plus bas en termes de consommation sur le plan de tous les continents. Alors, comment rééquilibrer tout cela et pourquoi produire ce que nous ne consommons pas au plan énergétique? Ok, ça c'est une excellente question, surtout parce que l'indice de développement humain est extrêmement lié à la consommation d'électricité d'un pays. L'espérance de vie, par exemple, est très liée à la consommation d'électricité ou d'énergie d'un pays. Les pays qui consomment beaucoup d'énergie ont une espérance de vie qui est élevée, un indice de développement humain qui est élevé, et les pays africains justement qui consomment peu d'énergie ont aussi l'espérance de vie qui est basse et l'indice de développement humain qui est aussi très bas. Donc vous avez raison. Quel est le rapport? Le rapport, il est très simple. Je peux vous démontrer le rapport juste avec un exemple qui est tout simple. Si vous êtes dans un hôpital et vous êtes en train de faire une dialyse et il y a coupure d'électricité, vous imaginez ce qui arrive. Mais puisque vous demandez le rapport, je vais vous prendre un autre exemple qui est encore beaucoup plus simple. Vous avez parlé des énergies fossiles tout à l'heure. Imaginez dans un continent où nos populations se concentrent à utiliser des feux de bois, par exemple, pour s'éclairer ou pour cuisiner. Et ces feux de bois émettent des fumées. Et les populations qui n'ont pas accès à l'énergie vivent dans des maisons où ces feux de bois émettent des fumées que des enfants pendant la nuit absorbent. Vous savez que ces émissions de ces feux de bois causent la mort prématurée des millions d'Africains chaque année. Ça, c'est très important parce que ça, c'est un problème qui est lié au manque d'électricité et qui conduit directement à la mort prématurée des millions d'Africains. Donc, vous voyez le rapport. Le fait qu'une société n'a pas accès à l'électricité est directement lié à la qualité de vie de ces populations et aussi à leur espérance de vie. Arsène Temabiwole, vous êtes, vous l'avez dit vous-même dans votre vie de physicien, un grand rêveur. Et un de ces rêves fous
nous dit-on, c'est de fabriquer un soleil artificiel. Vous le confirmez? Je le confirme. Parlez-nous un peu de cette initiative. Je le confirme. En réalité, le Soleil, tout comme toutes les étoiles qui constituent notre univers, fonctionne sous le principe de la fusion nucléaire. Tout à l'heure, j'ai essayé de dresser la différence entre la fission nucléaire qu'on connaît déjà et la fusion nucléaire. La fission nucléaire, elle prend un atome d'uranium, par exemple, j'ai parlé de l'uranium tout à l'heure, on le bombarde et lorsqu'il se casse en des morceaux, il émet de l'énergie. La fusion nucléaire est le phénomène contraire. On prend deux petits noyaux, on les assimile ensemble et en plus on peut retirer de l'énergie de la fusion de ces deux noyaux d'atomes. Et donc toutes les étoiles qui sont dans l'univers, même notre étoile la plus proche qui est le Soleil, fonctionnent sous le principe de la fusion nucléaire. C'est-à-dire on fait fusionner deux petits noyaux d'atomes pour en extraire de l'énergie. Donc lorsqu'on dit qu'on veut construire un soleil artificiel sur la Terre, en réalité on veut juste reproduire ces mêmes réactions de fusion nucléaire qui se déroulent à l'intérieur du soleil, mais sur la Terre. Alors dites-moi, depuis que vous êtes là, on a observé durant vos sorties, vous êtes très encadré par les responsables du ministère de la Jeunesse. Qu'est-ce qui vous lie? Vous êtes bénéficiaire d'un programme du gouvernement? En effet, je suis absolument bénéficiaire d'un programme du gouvernement. J'aimerais préciser que c'est le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouna Foutsou, qui a institué ce programme et qui s'appelle le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Donc moi, comme jeune de la diaspora, j'ai bénéficié de l'accompagnement de ce programme et de l'appui du ministre en personne qui a voulu que cette mission soit faite. Voilà, ces explications nous permettent de regarder l'ensemble des programmes, en plus de celui que vous avez cité, des programmes donc, qui sont initiés par le gouvernement de la République et sur lesquels le président a demandé de travailler pour l'aboutissement. Voici donc la présentation de l'impact de ces programmes et de leur action. C'est dans ce grand reportage de Martine Weldengue. Ils sont la preuve même de l'attention particulière des pouvoirs publics en faveur des jeunes. Les programmes et projets d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle, une vingtaine environ logés dans divers départements ministériels. Le programme d'appui aux acteurs du secteur informel PIASI, placé sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, assure l'encadrement des Camerounais, mais surtout des jeunes du secteur informel depuis 2006. Nous leur accordons trois types d'appui. Il y a d'abord l'appui à la formation, un appui à l'organisation, et puis il y a l'appui le plus connu, l'appui au financement. On accorde des microcrédits aux promoteurs de l'informel, qui aussi entre 100 000 et 4 millions. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique abrite le plus grand nombre de ces programmes et projets, le plus emblématique étant le plan triennal spécial jeune avec son enveloppe de 102 milliards de francs CFA impulsé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en février 2016. À sa suite est né en 2017 l'Observatoire national de la jeunesse, plateforme qui réunit l'ensemble des initiatives jeunes. L'Observatoire national de la jeunesse accompagne les jeunes vers d'autres bailleurs de fonds, vers d'autres offreurs de services, vers d'autres acteurs. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons par exemple avec la carte jeune biométrique que nous avons mise en service. Cette carte permet effectivement aux jeunes d'accéder d'une manière au flux de la croissance. Les jeunes de l'extérieur ne sont pas en reste. Le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora Paris Jeudi a déjà accompagné à date 2700 personnes. Lorsque le jeune se rapproche de nous et qu'il a besoin de s'insérer en auto-emploi, nous l'aidons à identifier une idée de projet, à maturer cette idée de projet, à élaborer le business plan nécessaire pour le présenter aux différents partenaires financiers et nous l'accompagnons vers les guichets de financement. Le contexte actuel, marqué par la pandémie à coronavirus et les différentes crises sécuritaires, a vu naître d'autres actions comme la campagne spéciale de sensibilisation et de prévention de proximité contre le coronavirus ou encore le programme de réintégration sociale des ex-combattants des centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Malgré le contexte d'austérité, je crois que la jeunesse camerounaise a été très résiliente et aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de ces programmes,
nous avons des success stories. Il faut qu'il y ait davantage de jeunes qui créent des entreprises pour employer d'autres jeunes. Il faut qu'il y ait des champions nationaux pour promouvoir le Made in Cameroun. On ne saurait oublier le PAGER-U, le programme d'appui à la jeunesse urbaine et rurale, le Youth Connect, la plateforme d'interconnexion de tous les jeunes où qu'ils soient. Et ce n'est pas tout. La cartographie des programmes ne cesse de s'élargir. Arsène, vous avez bénéficié donc d'un de ces programmes. Vous êtes même déjà pris ambassadeur du Youth Connect dont on vient de parler, c'est bien cela? En effet, j'ai eu l'immense honneur d'être cette année l'ambassadeur du Youth Connect. Alors, qu'est-ce que vous faites en retour ou alors que comptez-vous faire pour être utile aussi à votre pays? Déjà, en tant qu'ambassadeur du Youth Connect, justement, j'aimerais travailler pour connecter nos jeunes aux opportunités d'ailleurs dans les domaines des sciences et de technologie. Donc, je pense essayer de dénicher plusieurs partenariats. Déjà, un, pour booster la recherche locale au niveau du Cameroun. Deux, pour favoriser les échanges de nos jeunes frères dans le domaine des sciences avec les universités partenaires en Europe et aux États-Unis. Et trois, éventuellement, mettre en connexion nos jeunes d'ici et nos jeunes d'ailleurs pour qu'ils puissent discuter des sciences et des technologies. Et s'agissant des universités de l'enseignement, il se pourrait que un de vos grands rêves soit d'enseigner ici au Cameroun. C'est mon rêve le plus cher et la grande campagne que nous venons de faire au Cameroun pendant ce mois m'a aussi permis de comprendre quelles sont les réalités, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui pourrait se faire et je suis très enthousiaste et très optimiste que dans un futur proche, je pourrai rentrer dans mon pays. Vous avez rencontré un certain nombre de jeunes depuis que vous êtes là. D'ailleurs, le ministre, quand il vous a reçu au mois de janvier, a annoncé que que vous mèneriez des activités dans les domaines de l'enseignement, l'énergie, l'encadrement des personnes vulnérables. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait plusieurs choses. La première chose, on a essayé de créer de l'émulation en la jeunesse. On a essayé de les faire rêver. On a partagé l'expérience et on a vu que cette jeunesse veut véritablement rêver. Au Cameroun, il y a des jeunes qui veulent rêver. On a fait plusieurs villes. On a fait l'ouest, on est allé à l'extrême nord. C'était magnifique un séjour, vous vous rendez compte, à l'extrême nord, où on a rencontré des jeunes, on les a motivés, on les a fait rêver, effectivement, avec ce partage d'expérience. Mais en plus d'avoir créé de l'émulation auprès de la jeunesse, on a surtout essayé de créer des opportunités, parce que ça, c'est le plus important. C'est dans cette mesure qu'avec les différentes universités, on a pu discuter sur les différents partenariats qu'on pourrait également créer. Donc, on a essayé de faire rêver les jeunes, mais en même temps, on a essayé de créer des opportunités, justement, pour qu'ils continuent de rêver. En dehors du rêve, il y a la réalité, et elle est parfois plus difficile. Comment passe-t-on facilement du rêve à la réalité? Je le dis autrement. Comment fait-on pour partir de Bafoussam et atterrir à la NASA et puis maintenant à Polytech de Lausanne? Le secret, c'est exclusivement le travail. Et je pense que ce qui a marqué aussi les jeunes pendant mon séjour au Cameroun, c'est le fait que je leur ai dit que je ne suis pas un génie. Parce que c'est la vérité, je ne suis pas un génie, je suis un travailleur, je suis un battant. Et c'est avec la force du travail, l'abnégation et surtout la résilience qu'on réussit à passer de Bafoussam à la General Atomics et à Polytechnique de Lausanne. C'est vraiment avec la force du travail et de l'abnégation. Il ne faut absolument pas être un génie, il faut juste croire en son rêve et quelles que soient les réalités, même si elles sont difficiles, juste pouvoir être résilient aux difficultés. Alors, dites-moi, vous avez dit également que vous souhaitez amener les jeunes, les apprenants, les élèves, les étudiants, ainsi de suite, vous souhaitez les amener donc à utiliser la physique pour faire de leurs rêves une réalité, en tout cas pour réaliser leurs rêves. Comment cela s'opère? Donc, en réalité, il y a plusieurs personnes qui ne savaient, qui
qui regardaient la physique un peu de manière abstraite. Il y a beaucoup d'étudiants qui regardent la physique comme si elle était extérieure dans le monde dans lequel on vit. Et c'est dans cette logique-là que pendant la campagne, on a essayé de faire comprendre aux jeunes que la physique fait partie de la vie de tous les jours. Elle est effectivement passionnante si on essaye de l'intégrer à notre vie. On a pris des exemples assez sympas avec les étudiants où, par exemple, on leur demandait pourquoi il faut qu'une moto se courbe d'un certain angle pour pouvoir prendre un virage. Ça, c'est une loi de la physique, la loi de Newton, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Et le fait que les étudiants ont pu voir les aspects de la physique qui sont inhérents à leur propre vie, à la vie de tous les jours, à créer cette émulation-là même en la physique, les a permis de rêver et de comprendre que c'est une discipline qui est vraiment exceptionnelle. Est-ce que vous êtes conscient quand même du décalage entre une certaine façon de voir les choses et la réalité en Afrique? Je vous donne un chiffre simple. En 2014, par exemple, la moitié de la population du continent, estimée à l'époque à 1,2 milliard d'habitants, la moitié n'avait pas accès à l'électricité. Alors, est-ce que le nucléaire n'apparaît pas comme un luxe dans ces conditions-là? Ah non, mais pas du tout. Le nucléaire n'apparaît pas comme un luxe, au contraire, il apparaît comme un sauveur. Justement, c'est comme une opportunité. Comme une opportunité. C'est justement l'opportunité, le nucléaire, pour résoudre ce problème de déficit énergétique sur le continent africain. Et c'est comme ça que beaucoup de pays en Europe, par exemple, ont résolu leur déficit énergétique. La France a construit tout son parc énergétique dans les années 70 environ. Et aujourd'hui, 78% de l'électricité de la France vient du nucléaire, par exemple. Pourtant, la France n'a pas beaucoup de ressources en uranium, on n'en a quasiment pas. Mais quand même, avec le nucléaire, ils ont pu avoir environ 78% de l'électricité qui vient de cette source. Le nucléaire est effectivement une opportunité pour les pays africains pour accéder à une meilleure électrification. Voilà, on va observer une deuxième halte dans cette émission pour prendre l'enquête d'actualité. Elle porte ce dimanche sur ces jeunes qui ont fait du coronavirus une opportunité. Vous allez le voir dans cette enquête que signe Franck Evina. C'est ici à l'Institut africain d'informatique que l'idée de Cyril a germé. Ingénieur de génie logiciel, il va entreprendre de connecter l'informatique au réseau de la médecine pour participer au tir groupé contre le coronavirus. À coups de clic et usant des connaissances acquises dans cette école qu'il a formée, le jeune homme va développer une application, IAI Covid Safety Advisor, une sorte de plateforme d'alerte et de renseignement autour de la pandémie qui sévit. Il y avait deux buts principaux, à savoir d'abord alerter des personnes quant aux zones les plus infectées, les plus touchées par la maladie, et en même temps permettre à ces personnes de faire leur test. Un test qui leur montre à quel niveau ils sont exposés en fait. Désormais enseignant dans cet établissement, Cyril a mis son invention à la disposition des étudiants et de ses collègues. Voici Mamed, une application de documentation médicale fruit de l'imagination de ce jeune ingénieur en informatique médicale basé en Allemagne. L'informatique médicale, c'est l'application de l'informatique dans la médecine. J'ai développé avec mon équipe KTC Center une application dénommée Mamed, qui est une application de documentation médicale qui permet d'un côté aux malades, aux patients ou aux personnes qui ont des symptômes de documenter leur maladie. Mamed offre plusieurs options pratiques et accessibles en quelques clics. Si on prend l'exemple des patients diabétiques, des patients hypertendus et dans le cas de la crise actuelle des patients qui ont du coronavirus, l'application permet donc à chaque patient de suivre l'évolution de sa maladie et s'il le souhaite de permettre que ces données soient accessibles depuis l'hôpital ou le ministère de la Santé. D'un autre côté, maintenant, il y a le ministère ou l'hôpital qui a la possibilité avec l'interface de suivre en temps réel les données des malades, c'est-à-dire de voir exactement la courbe d'évolution des différents symptômes des malades. L'application a été développée parce que j'ai remarqué depuis 2005 à peu près, lorsque j'ai fait des passages dans des hôpitaux au Cameroun, qu'il y a beaucoup de malades qui n'ont pas la possibilité de permettre ou d'offrir l'historique de leur maladie. Les hôpitaux camerounais, par exemple, ne peuvent pas toujours documenter de manière électronique le parcours d'une maladie, le trajet, qu'est-ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle cette application a été développée pour permettre de faciliter la prise de décision médicale. Avec la pandémie, diagnostic et suivi des patients assurés sur Mamed, système de géolocalisation intégré. Dans le cas de la crise coronavirus actuelle, c'est une application qui pourrait naturellement contribuer à la riposte numérique qui est actuellement en branle dans notre cher et beau pays.
L'application est disponible pour une version web et également une version mobile qui intègre la géolocalisation, qui permet naturellement au ministère ou aux hôpitaux de directement savoir où se trouve un malade ou un cas suspect sur l'étendue du territoire. Et je pense que c'est une application qui pourra apporter un bonus ou un plus dans le combat contre le coronavirus. Dans cette start-up, située au quartier Toudi à Yaoundé, la riposte numérique contre le coronavirus est informationnelle. Sur covid19.cm, des messages de sensibilisation, même en langue maternelle, et des infos utiles avec possibilité de partage, sans frais payés. Il y a eu beaucoup de fake news qui circulaient sur la maladie au Cameroun et même ailleurs. Et nous nous sommes dit qu'il était important qu'il y ait une plateforme dédiée qui puisse donner la bonne information aux internautes camerounais sur la maladie. De ces initiatives virtuelles sont sortis des résultats palpables. Et le génie créateur de cette jeunesse Android reste en ligne. Je vous ai vu très captivé par cet élément que nous venons de suivre, l'élément de Franck Evina. Quel est le commentaire que vous souhaitez en faire? Le commentaire, c'est très en phase avec le thème de la fête de la jeunesse de cette année, les opportunités en temps de Covid. J'ai été marqué parce qu'il y a eu un problème de Covid, une pandémie, et dans la recherche des solutions, on a eu ces opportunités qui sont nées. Et ça, c'est exactement ce à quoi les intellectuels devraient aspirer. Essayer de résoudre un problème inhérent à la société, trouver des opportunités, même dans des moments difficiles. Je voudrais maintenant que nous essayions de jeter un regard sur le discours du chef de l'État que vous avez suivi et quelques problèmes actuels de la jeunesse. D'abord, ce discours, en dehors de votre éloge par le président de la République, qu'est-ce qu'il vous a laissé comme message? Qu'est-ce que vous avez retenu? Premièrement, de ne pas désespérer au Cameroun, de garder l'espoir. Il a dit à tous les jeunes de vraiment garder espoir au Cameroun et surtout il nous a demandé de suivre l'exemple de nos frères qui défendent l'intégrité de notre pays, de suivre leur exemple d'abnégation. Et ça m'a énormément marqué parce qu'eux, ils sont des combattants avec des armes à la main et nous sommes des combattants avec des bics et des crayons à la main, mais nous travaillons tous pour le même but, c'est pour la prospérité de notre pays. Et enfin, cette phrase du président était vraiment très touchante lorsqu'il nous demande de faire rayonner l'image de notre pays. Donc si nous allons à l'extérieur, faisons rayonner l'image de notre pays. Et j'aimerais que tous, justement, nos frères de la diaspora essayent toujours de travailler pour faire rayonner l'image de notre pays, pour rayonner à l'international comme des lions indomptables. Alors, les jeunes que vous avez rencontrés jusqu'ici, les jeunes de votre génération et même ceux qui viennent après vous, quel est leur état d'esprit? Ils ont envie de rêver, mais ils sont en quête d'opportunités. Les jeunes sont dans un moment critique où ils ont envie de rêver et ils ont besoin de soutien. Les jeunes ont vraiment envie de rêver, mais ils ont besoin de soutien. Et je pense que aussi avec le concept de transition générationnelle, il faut que nous puissions faire le travail pour que ces jeunes, justement, s'agrippent à leurs rêves, pour qu'ils ne désespèrent pas. Et ça, on a la lourde responsabilité de pouvoir, justement, permettre aux jeunes de continuer de rêver tout en les aidant à trouver les opportunités. Et surtout de s'adapter à la réalité parce qu'on ne doit pas vivre seulement dans le rêve. En effet, on ne doit pas vivre seulement dans le rêve. On doit justement s'adapter aux différentes réalités. Mais c'est aussi la raison pour laquelle chacun a son rôle à jouer dans la construction de notre nation. Comme le chef de l'État justement l'a dit. Et la réalité justement implique que chacun de nous puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et s'agissant de cette réalité, elle est, on va dire, changeante selon qu'on voit le Cameroun à partir des réseaux sociaux ou à partir du Cameroun. Vous qui venez de l'étranger, est-ce que vous avez observé que c'est le même Cameroun dont on parle dans les réseaux sociaux qui se vit au quotidien? C'est la même réalité? J'ai observé qu'au Cameroun, on a certes nos problèmes, mais on a beaucoup de points positifs aussi. Donc on doit juste tous ensemble aussi, tout comme
exactement comme le chef de l'État l'a dit, pouvoir accomplir notre mission qui est de maintenir la paix et l'unité dans notre pays. Donc je pense que nous devrions travailler sur les aspects qui posent encore problème dans notre pays, mais en même temps, nous devons préserver nos acquis et c'est ce qui est très important. L'image de notre Cameroun peut être préservée à cause de nos acquis qui sont de bons acquis. Ensuite, pour les différents problèmes que nous avons, parce que nos réalités locales sont souvent difficiles, mais c'est tous ensemble aussi qu'on va pouvoir travailler pour améliorer. Sur place aux États-Unis, où vous allez régulièrement, mais aussi en Suisse, il y a eu un certain nombre d'initiatives de Camerounais, de jeunes Camerounais notamment. Vous les avez suivis, vous avez vécu cela sur place? Oui, j'ai entendu parler de ces initiatives, oui. Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir ainsi le Cameroun mis en procès par ses fils à l'étranger? Je pense que ça révèle probablement d'une colère de ces fils du Cameroun. Je n'encourage pas les actions qui avaient été menées. Je pense que ce n'est pas la bonne solution et je pense que nous devrions plutôt tous ensemble travailler véritablement avec les moyens appropriés justement pour pouvoir construire notre pays. Quelle est la meilleure façon aujourd'hui, de votre point de vue, d'utiliser les médias sociaux pour unir les Camerounais entre eux plutôt que pour les diviser? Je pense que les réseaux sociaux sont juste un reflet en réalité de notre société. Je pense que nous devrions nous concentrer sur nos acquis, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est dans chaque, vous avez cité les différents pays où j'ai été, et c'est dans chacun de ces pays qu'il y a des différents problèmes. Aux États-Unis, par exemple, avec les dernières élections, vous avez vu comment la population était complètement polarisée à son tour, même aux États-Unis. Je pense que nous devons juste regarder tous dans la même direction, qui est une direction de construction. Et lorsqu'on veut construire une nation à laquelle nous tenons tous, nous ne devons pas polémiquer, nous ne devons pas essayer de créer des discours, nous devons juste travailler tous ensemble, vraiment en sachant que nous avons un objectif commun qui est la construction de notre nation. Après, les méthodes de réclamation, comme j'ai dit, je pense que salir l'image d'un pays qu'on essaye de construire n'est pas la méthode appropriée. En la matière, en tout cas, ce n'est pas surtout du côté des États-Unis qu'on demandera aux jeunes Camerounais de regarder en ce moment, surtout après les dernières élections. Alors, le président de la République vous invite, vous les jeunes, je le cite, à contribuer à l'édification d'un Cameroun stable, uni et prospère. Comment le nucléaire, où vous exercez, peut-il contribuer à, on va dire, la construction d'un Cameroun prospère, donc au développement, si vous voulez? En effet. Le nucléaire, déjà, il peut booster la technologie, le niveau technologique de notre pays. Il y a un très bel exemple qui a été pris avec le championnat d'Afrique des Nations et le président a souligné que nous, comme Cameroun, nous sommes capables d'organiser de grands événements. C'était vraiment une fierté pour notre pays, le Cameroun, de pouvoir organiser un événement de cette envergure. Et j'aimerais que ce soit la même chose aussi dans le domaine des sciences, pour que le Cameroun plus tard soit un pays qui soit capable de justement organiser ou capable d'avoir une industrie nucléaire, une industrie technologique qui est à la hauteur de notre potentiel que nous avons ici sur place. Et donc le nucléaire justement peut être dans ce rôle-là de booster la technologie même dans notre pays, nous faire nous imposer sur le plan technologique, sur le plan scientifique en Afrique et dans le monde même. S'agissant d'un thème qui, je pense, ne vous a pas échappé, la transition générationnelle, s'agissant de ce thème-là, quand le président en parle dans le discours du 10 février, vous vous dites quoi? Votre heure a sonné? Je me dis que je dois me tenir prêt et je suis prêt sans aucun doute à pouvoir jouer mon propre rôle dans la construction de notre pays. Et j'encourage tous les autres jeunes de la diaspora comme d'ici à ne pas désespérer au Cameroun, comme le chef de l'État l'a dit, et à être prêts justement à jouer leur propre rôle, à porter leur propre pierre à l'édifice de la construction nationale. Pour parler d'un sujet qui n'est pas absolument sérieux, nous sommes le 14 février,
vous avez pensé à la manière d'exprimer vos sentiments à votre épouse, puisque je vois que vous êtes marié? Je pense que le chef de l'État nous a déjà fait le meilleur cadeau en m'honorant énormément pour ce 11 février. Donc je pense qu'avec elle, ce 11, on va juste célébrer ce que nous on a construit. Ce 14 février, justement, on va juste célébrer tout ce qu'on a construit ensemble et qui s'est concrétisé et qui s'est achevé sur une reconnaissance nationale pour moi, et je le dédie aussi à mon épouse qui m'a toujours accompagné, et c'est le travail qu'on a fait ensemble, ce sont les fruits qui ont été récoltés. Alors, je vous invite à regarder avec elle et nos téléspectateurs cet élément qui parle justement de la manière dont les jeunes aujourd'hui expriment leurs sentiments. C'est la chronique sociale L'air du temps qui est orientée cette fois 14 février. Laurence Okalia. Papillon dans le ventre, cette légèreté qui fait chavirer les cœurs depuis la première rencontre. J'ai rencontré ma fiancée quand on faisait encore les lycées. Aujourd'hui, ça fait... on est à 6 ans. Ce n'était pas facile. Elle m'a chassé, elle m'a repoussé à plusieurs reprises. Un jour, elle m'a appelé, elle a dit, bon, essayons. Je pense que si elle m'a accepté, c'est le beau sourire que je l'avais fait un jour. Depuis ce jour, le sourire ne s'est pas éteint. Ça, c'était à l'ancienne. L'amour aujourd'hui, c'est beaucoup moins intense. Pas de stress ni de paillettes, on y va direct. Les bouts de papier, les petites phrases qu'on envoyait avant, qu'on faisait passer là, ce n'est plus à la mode maintenant. Même les messages ne touchent plus. Nous prenons l'amour plus que de façon matérielle. L'amour n'est plus cette preuve d'affection, cette preuve de douceur et autres. Non, c'est que du matériel, des cadeaux, des téléphones. Mais qu'est-ce qui a donc pu faire disparaître la magie d'antan? De nos jours, les garçons, ils laissent trop aller, ils viennent, ils demandent oui, et puis les filles acceptent vite, alors qu'ils devraient venir avec une vraie demande. La vie du dehors avec les filles, aujourd'hui tu donnes une bière, demain je les pouvais transférer. Donc c'est pour ça qu'on a pris conscience en disant ce 14 février, mieux je suis avec ma mère que d'être avec une fille qui ne me sert à rien. Quand tu refuses, là alors ça devient la guerre. L'amour 2.0 à l'ère où les réseaux sociaux déconnectent des bonnes mœurs. Pourtant, il y a moyen de garder la flamme et la pudeur. Les personnes s'aiment, ils peuvent s'entraider ensemble pour travailler et avancer ensemble. Par exemple, si l'autre n'a pas fait les devoirs, la copine peut aider son mec à faire le devoir. Ou si la meuf n'a pas fait le devoir, le mec aussi peut l'aider. Et ils peuvent étudier, prier ensemble et tout, avoir une complicité, voilà. D'ailleurs, beaucoup trop tôt pour parler de filles et de garçons. Et si on commençait par s'aimer les uns les autres? L'amour est nécessaire en milieu scolaire, l'amour est nécessaire dans notre pays pour pouvoir rétablir la paix. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous des frères. Aïe, aïe, alors ça sert à quoi mes frères de faire la guerre? Aïe, aïe, et pourtant nous connaissons tous la même misère. Aïe, aïe. Égard à ceux qui ne se sentent pas concernés, Cupidon vous a dans le viseur. En public, en se foutant pas mal du regard oblique. Alors, vous vous êtes reconnu dans l'élément que nous venons de regarder. Vous êtes plutôt classique ou moderne? Je suis plutôt classique, je dirais. Très bien, plutôt classique, mais j'espère que votre classicisme vous conduit quand même sur les réseaux sociaux. J'ai vu que votre page est abondamment fréquentée, votre page Facebook en tout cas. Oui, c'est juste. Je vous propose donc de retrouver ces internautes, ceux qui visitent les pages de la CRTV et qui suivent cette émission sur nos plateformes. Leurs questions ont été recueillies et rassemblées par Daniel Moidomé de la rédaction web de la CRTV. Commençons tout de suite par Gaspi Biloa. Il vous demande l'offre énergétique actuelle, c'est entre parenthèses hydroélectricité, énergie thermique et solaire, est-elle adaptée aux ambitions d'industrialisation du Cameroun?
Alors, l'offre n'est probablement pas adaptée aux ambitions énergétiques du Cameroun, mais le potentiel serait suffisant pour nos ambitions énergétiques. C'est très important de distinguer ce qu'on réussit à faire maintenant et le potentiel. Nous avons au Cameroun un potentiel hydroélectrique qui est énorme et nous pensons que dans les prochaines décennies, c'est sur ce potentiel hydroélectrique qu'on pourra compter pour l'industrialisation, même si on aura une population qui est en train de croître de manière exponentielle. J'aimerais juste cependant rappeler qu'en ce qui concerne l'hydroélectrique, on ne peut pas dire avec certitude ce qui va se passer d'ici la fin du siècle, parce qu'avec les changements climatiques, on risque d'avoir peut-être légèrement moins de ressources sur le plan hydroélectrique. Mais le potentiel serait adapté à la demande, même si l'offre n'est pas encore satisfaisante. Et l'offre souffre des problèmes de transport et de distribution, pas exclusivement de production. Des varieux scellés, que doit faire le Cameroun pour favoriser le retour de ces cerveaux installés en Occident pour venir aider le développement, c'est-à-dire des cerveaux comme le vôtre, comment les ramener au pays? L'État du Cameroun commence déjà à faire beaucoup d'efforts dans cette direction. Il y a ce programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora qui travaille pour faciliter les jeunes qui aimeraient rentrer au Cameroun. Il y a le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et le ministre lui-même en personne qui travaille énormément sur ces aspects. C'est surtout au niveau de la facilitation que ce serait bien pouvoir. Ce programme-là, on n'en parle pas assez. Vous avez été contacté comment? J'ai été contacté, il y a le ministre qui a été, j'ai été contacté par le coordonnateur du programme, M. Epoko Anselme, qui avait discuté avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et ils m'ont contacté et j'ai, avec toute la joie du monde, accepté l'appel du ministre de la Jeunesse et de ce programme qui travaille vraiment au niveau de la facilitation de ces jeunes de la diaspora qui aimeraient retourner. Et j'espère que dans les prochaines années, il y aura plusieurs jeunes qui vont intégrer ce programme-là pour pouvoir entrer et apporter leurs connaissances au service de la construction nationale. Un autre internaute, Eric Ngameni, vous demande la fusion nucléaire que vous préconisez, est-ce qu'elle peut générer, ou plutôt combien d'emplois peut-elle générer? Ok, c'est une excellente question. La fusion nucléaire, lorsqu'elle va fonctionner, parce que dans 4 ans, on va démontrer aux yeux de l'humanité entière qu'on est capable de recopier un soleil sur Terre. D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit exactement, cette fusion nucléaire? Ok, la fusion nucléaire, c'est la reproduction de ces mêmes réactions de fusion de 2 noyaux d'atomes qui se déroulent à l'intérieur du soleil. Lorsqu'on parle de fusion nucléaire et soleil artificiel, on veut dire la même chose plus ou moins, parce qu'à l'intérieur du soleil, il y a des petites réactions de fusion nucléaire qui permettent au soleil de vivre et d'avoir de l'énergie. Et donc ce sont ces mêmes réactions qu'on est en train de reproduire sur Terre à des températures beaucoup plus élevées dues à des... Votre fameux projet de création de soleil artificiel. Exactement. Et ce soleil artificiel repose sur la base de la fusion nucléaire. Et c'est le domaine dont je suis un expert. Et dans 5 ans, l'humanité entière va être témoin du fait que l'homme est capable de créer un soleil sur Terre et d'extraire son énergie. Et je suis très content d'être un Camerounais qui sera là ce jour où on va appuyer sur ce fameux boulon pour démontrer que l'homme est capable de recopier un soleil pour aider la population. Et j'espère représenter valablement le Cameroun. Mais cette initiative-là, ce n'est pas vraiment pour le Cameroun, hein, parce qu'en matière de soleil, nous, on est plutôt gâtés en Afrique. On est gâtés en termes de soleil, c'est juste, mais l'énergie du soleil telle qu'on l'aperçoit maintenant n'est pas suffisante, si vous voulez, pour combler le besoin énergétique dans les prochaines années. On aura besoin justement d'un soleil artificiel, si vous voulez, pour pouvoir avoir l'énergie qui est créée directement en son centre. Parce que même si nous sommes gâtés en Afrique avec le soleil, ce ne sont que les rayonnements du soleil que nous avons. Nous n'avons pas l'énergie directement du centre du soleil, c'est-à-dire après les réactions de fusion. Et donc, cette initiative, telle que vous l'envisagez, est porteuse d'emploi? Absolument, parce qu'elle va créer, ce sera une entreprise énergétique comme les centrales thermiques, comme les centrales hydroélectriques. Et l'emploi sera dans tous les domaines. Les électriciens pourront avoir de l'emploi, les mécaniciens, les techniciens. Une centrale nucléaire qui va être créée, qu'elle soit de fission ou de fusion, va générer de milliers d'emplois par centrale. Jules Mbolo, pour que le Cameroun se mobilise, pourquoi le Cameroun ne mobilise-t-il pas le nucléaire
pour combler son besoin en énergie générale? Ok, j'ai eu l'honneur d'avoir une audience sur le ministre des Eaux et des Énergies et je pense que le potentiel hydroélectrique du Cameroun est énorme. Ce qui fait qu'il ministre de l'eau et de l'énergie. Ce qui fait qu'en ce moment, il n'y a pas une urgence à se mobiliser pour l'énergie nucléaire. On peut se mobiliser pour les autres domaines du nucléaire que j'ai cités tout à l'heure, dans la santé, dans l'agriculture et pour les traitements de cancer. Mais pour l'énergie nucléaire, le Cameroun n'a pas une urgence parce qu'on a un potentiel hydroélectrique qui est énorme. Par contre, au Cameroun, on a une urgence à travailler sur le transport et la distribution d'énergie. De cette énergie. Bidja Raymond, que peut apporter au Cameroun votre compétence dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030? Okay. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans l'éducation, sans aucun doute, dans les enseignements. Dans les domaines qui sont de votre compétence. Exactement, dans le domaine de la physique en général, parce que après avoir été ingénieur nucléaire, je suis devenu physicien des plasmas. Et donc, dans mon domaine de la physique, on peut essayer au niveau de nos universités d'avoir des centres, des pôles technologiques. Ça, c'est où je pourrais effectivement apporter ma compétence. Même si ce n'est pas dans le domaine du nucléaire en particulier, des pôles de technologie qui utilisent de la physique pour pouvoir avoir des instruments technologiques qui vont booster le développement du pays. Dans ce domaine, absolument, je pourrais apporter ma compétence. Et juste une petite anecdote, à Maroua, ils sont en train de faire un excellent travail au niveau de l'énergie solaire. Et qui dit énergie solaire dit nécessité de stockage. Et donc, je pense travailler à l'université, à l'école polytechnique de Maroua même. Et donc, je pense pouvoir apporter mon expertise dans le domaine de stockage des batteries pour pouvoir justement utiliser le fait que nous recevons beaucoup de rayons solaires au niveau de l'Afrique, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, vous allez repartir bientôt. Vous repartez avec quelle image, quel souvenir de votre séjour ici? Je suis déjà très nostalgique parce que c'était un séjour plein d'émotions. Je repars avec la conscience qu'au Cameroun, il y a des jeunes qui veulent rêver et il y a des personnes qui veulent travailler et que nous devons tous ensemble nous mettre à disposition de notre pays pour que notre nation soit prospère. Ma dernière question concerne l'héritage que vous souhaitez laisser de vous aux générations qui vous suivront. Quel est cet héritage? Que voulez-vous qu'on retienne de vous? J'aimerais qu'on retienne de moi, avec mon expérience, avec l'histoire de ma vie, j'aimerais qu'on retienne de moi l'abnégation et le travail. Les générations qui viennent, j'aimerais qu'ils ne pensent pas qu'il faut être un génie pour pouvoir réussir. J'aimerais qu'ils comprennent que ce n'est pas la force du travail. Ce qui m'a aidé dans ma vie, c'était la résilience, l'abnégation et le travail acharné. Et ça, c'est l'héritage que j'aimerais donner aux plus jeunes. Arsène Temabiwele, ingénieur nucléaire, physicien et enseignant à l'école polytechnique de Lausanne en Suisse. Nous avons été très ravis de vous recevoir à Actualité Hebdo. Merci d'avoir fait le détour. Merci énormément. Merci à vous-même, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette édition. Et si vous avez...